Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce riche arrogant pensait humilier un concierge noir sans conséquence, mais l'a amèrement regretté. L'hôtel The Sterling Crown, situé au cœur de Manhattan, n'ouvrait ses portes qu'aux élites les plus fortunées. Derrière ces grandes portes tournantes en verre biseauté, c'était un autre monde, un sanctuaire du luxe et du contrôle. Les colonnes en marbre blanc semblaient toucher le plafond, comme si elles soutenaient le ciel lui-même. Les lustres en cristal autrichien suspendus à 20 mètres de hauteur projetaient une lumière douce, presque religieuse. Le sol, poli à la main chaque matin, renvoyait le reflet de chaque pas, comme pour rappeler à chacun son importance, ou son insignifiance. Tout ici respirait l'excellence. Le parfum discret des fleurs fraîches, renouvelé chaque jour, se mêlait aux notes boisées de cire et d'encens. Le personnel, vêtu d'uniformes sobres et élégants, se mouvait avec une précision chorégraphiée, rien ne devait troubler le calme. Le silence régnait non par obligation, mais par respect. Un silence lourd de richesse, où chaque mot prononcé avait un poids. Parmi cette mécanique bien huilée, il y avait Raymond Carter. À 63 ans, il n'avait plus rien à prouver à personne. Concierge de nuit depuis 23 ans, il était la mémoire vivante de l'hôtel. Il connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque protocole, chaque manie des clients réguliers. Il avait vu des fortunes naître et s'effondrer, des mariages secrets, des crises diplomatiques étouffées derrière une suite insonorisée. Il portait son uniforme comme un général porte ses médailles, avec une sobriété pleine de fierté. Veston noir parfaitement ajusté, gants blancs sans faux plis, chaussures noires aussi brillantes qu'un miroir. Mais au-delà de l'élégance, ce qui impressionnait, c'était sa posture. Droite. Digne. Presque impériale. Les jeunes employés le respectaient profondément. Il les formait, les conseillait, et parfois, les protégeait. Certains clients fidèles le reconnaissaient d'un hochement de tête ou d'un sourire complice. D'autres, nombreux, ne le voyaient même pas. Il le frôlait sans un mot, le traitait comme un meuble utile. Un homme de service. Rien de plus. Mais Raymond ne se plaignait jamais. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Il avait appris à lire les gens sans qu'ils ne disent un mot. L'arrogance s'entendait dans les pas, dans la façon de tendre une carte, dans un soupir d'impatience. La bienveillance, elle, se devinait dans un regard ou un silence poli. Il ne réagissait jamais à l'insolence. Pas sur le moment. Mais il notait, toujours. Mentalement. Il accumulait les gestes, les regards, les humiliations. Non pas pour se venger, mais pour comprendre le monde. Pour rester lucide. Ce soir-là, vers 22h45, une limousine noire s'arrêta devant le perron de l'hôtel. Une Mercedes Maybach, longue comme une promesse de supériorité. Un chauffeur en gants blancs ouvrit la porte arrière, et Preston Whitaker III en sortit. Âgé de 38 ans, il était l'image même de l'arrogance héritée. Costume sur mesure en cachemire italien, montre suisse en or blanc, et une bague familiale au doigt, symbole d'un nom plus ancien que sa propre intelligence. Fils d'un magnate texan du pétrole, il avait grandi dans un monde où l'on ne disait jamais « non » à ses caprices. Un monde où la richesse effaçait la décence, et où le pouvoir se mesurait au nombre de personnes qu'on pouvait rabaisser sans conséquence. Il entra dans le hall comme un empereur en visite dans une province lointaine. Il ne vit ni les œuvres d'art accrochées au mur, ni le soin apporté à chaque détail. Il ne voyait que le vide autour de lui. Il fronça les sourcils. Où est la réception? Et pourquoi ce hall est aussi vide? Je n'ai pas réservé pour attendre comme un pauvre. La voix de Preston Whitaker III claqua comme un fouet dans le hall de marbre, brisant le silence feutré comme une note fausse dans un concerto. Il ne regardait rien, ni personne. Son regard glissait sur les lieux comme sur un décor secondaire. Il avançait avec l'assurance arrogante de ceux qui n'ont jamais douté de leur importance. Il tenait un téléphone dans une main, un porte-documents en cuir dans l'autre, et une certitude dans le regard, le monde lui appartenait. Derrière le comptoir, un jeune réceptionniste releva la tête, hésitant, mais déjà intimidé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Raymond Carter l'arrêta d'un léger signe de main.
Il s'était approché d'un pas mesuré, calme, presque solennel. Vêtu de son uniforme impeccable, le veston noir boutonné à la perfection, les gants blancs légèrement repliés dans sa main gauche, Raymond était l'image même du professionnalisme. Ses yeux, d'un brun sombre, paisibles mais pénétrants, s'étaient posés sur Preston avec une douceur contrôlée, presque paternelle. « Bonsoir monsieur. Bienvenue au Sterling Crown. Puis-je vous aider avec votre réservation ?» Sa voix était posée, chaleureuse mais sans familiarité. Elle avait ce ton rare qui exige le respect sans jamais le réclamer. Mais Preston n'était pas du genre à écouter ce genre de voix. Il tourna lentement la tête vers Raymond, l'examinant comme on observe une anomalie, un détail qui dérange dans un tableau trop cher. Son regard parcourut l'uniforme, la posture droite, les cheveux poivre et celles parfaitement coiffés, puis s'arrêta sur la peau de Raymond. Il esquissa un sourire. Un sourire froid. Tranchant. Un sourire d'homme habitué à dominer sans jamais être remis à sa place. « Toi. Tu es quoi, le portier ? Le bagagiste ? Ou simplement, un vestige ?» Le mot tomba avec une cruauté tranquille, comme une lame affûtée tombée d'une table de chirurgien. Autour, plusieurs employés figèrent leurs mouvements. Le réceptionniste détourna le regard. Une femme de chambre s'arrêta à mi-parcours. Même les clients les plus distraits semblèrent sentir que quelque chose d'injuste venait d'avoir lieu. Raymond, lui, ne bougea pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne détourna pas le regard. Il resta là, ancré dans le sol comme un chêne centenaire. Seul un battement imperceptible de sa paupière trahit ce qu'il avait entendu. Puis, d'une voix égale, calme, sans une once d'agressivité, il répondit. « Je suis concierge en chef, monsieur. Je suis à votre service. » Pas un mot de trop. Pas une intonation qui dépasse. Juste une déclaration. Une vérité. Mais Preston, au lieu d'être calmé, éclata d'un rire haut et moqueur, un rire trop fort, trop sûr de lui. Un rire destiné à blesser. « Concierge en chef ? Tu veux dire, concierge de luxe ? Allons bon. » Il secoua la tête comme si c'était une plaisanterie grotesque. « Écoute, je ne parle pas aux employés de ton genre pour régler mes affaires. Appelle le manager. Tout de suite. » Ton genre résonna. Fort. Sale. Brutal. Un silence s'installa dans le hall. Plus pesant que du plomb. Il n'était pas vide, ce silence, il était plein de regards fuyants, d'indignation étouffée, de colère contenue. Un client derrière un journal le baissa lentement. Une jeune hôtesse, à l'entrée de l'ascenseur, ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Raymond, lui, ne sia pas. Il fixa Preston un instant. Pas avec haine. Pas même avec mépris. Avec connaissance. Parce que ce genre de scène, il l'avait déjà vécu. Trop souvent. Et il savait, mieux que quiconque, qu'il y a des silences qui valent plus que 1000 réponses. Alors il hocha doucement la tête. Sans un mot. Sans une crispation. Il se retourna avec dignité, ses pas toujours aussi mesurés, sa nuque droite. Il alla chercher le manager. Non pas parce qu'il s'était senti diminué. Mais parce que dans son métier, dans sa philosophie de vie, on apprend une chose essentielle. Il y a un temps pour se taire. Et un temps pour révéler qui l'on est vraiment. Et ce temps viendrait bientôt. Le lendemain matin, Preston Wallace descendit dans le hall de l'hôtel Sterling Crown, l'air conquérant. Il portait un costume sur mesure, impeccablement taillé, et son pas résonnait d'assurance sur le marbre glacé. La veille, il avait passé la soirée à dîner avec des partenaires d'affaires, satisfait de ses discours, de ses blagues, et surtout du mépris qu'il avait cru habilement dissimuler à l'égard de ce vieil homme noir, ce concierge effacé qu'il avait rabroué sans vergogne, parce qu'il avait osé, selon lui répondre avec calme et dignité. Ce matin-là, Preston se dirigea tout naturellement vers la salle privée réservée aux clients VIP pour le petit déjeuner, espace feutré et luxueux où seules les élites pouvaient savourer leur café dans un silence doré. Mais à l'entrée, une hôtesse se leva promptement et lui barra le passage avec courtoisie. « Bonjour monsieur Wallace. Je suis désolé, mais cette salle est exceptionnellement fermée ce matin. » « Fermée ?
Pour moi? Vous plaisantez, répondit-il avec un demi-rire agacé. Je suis client diamant chez vous. Je viens ici depuis des années. Vous savez qui je suis? L'hôtesse resta droite, souriante mais ferme. Je comprends, monsieur. Mais la salle est réservée pour une réunion confidentielle. Une réunion de quoi? Je suis un client important. Appelez votre manager. Je suis déjà en contact avec la direction. C'est une demande formelle de notre actionnaire principal, monsieur Carter. Preston haussa un sourcil, intrigué. Il répéta mécaniquement. Carter? Quel Carter? Monsieur Raymond Carter, monsieur. Il fronça les sourcils. Attendez. Vous parlez du concierge? Le vieux monsieur noir qui nettoie le hall et porte les valises? Oui, monsieur. Monsieur. Raymond Carter est l'un des fondateurs du Crown Legacy Group. Il détient aujourd'hui la majorité des parts de l'hôtel Sterling Crown. Le sang de Preston se figea. Il crut avoir mal entendu. Mais l'hôtesse resta stoïque, polie, presque compatissante. Le choc fut immédiat. Le monde de Preston chancela. Ce même homme qu'il avait regardé de haut, traité comme un subalterne, ce vieillard au sourire tranquille, était en réalité le copropriétaire de l'un des hôtels les plus prestigieux de Manhattan. Il recula d'un pas, bouche entr'ouverte. Les mots lui manquaient. Il revit la scène de la veille, ses paroles cinglantes, son ton autoritaire, son rire moqueur, comme dans un cauchemar au ralenti. Raymond Carter était né dans le Bronx, dans un quartier ouvrier. Son père était mécanicien, sa mère aide-soignante dans une maison de retraite. Dès l'enfance, Raymond avait appris deux choses: la dignité ne dépend pas de l'uniforme qu'on porte, et les hommes les plus puissants sont souvent les plus silencieux. Brillant élève, il avait obtenu une bourse pour étudier les lettres à Columbia. Il servit ensuite dans l'armée, déployé au Moyen-Orient, où il fit la connaissance de deux autres soldats afro-américains. Ensemble, ils partagèrent des rêves, des lectures, et une ambition secrète: construire un empire silencieux, loin des projecteurs, mais bâti sur l'excellence. À son retour, Raymond travailla quelque temps à Wall Street, mais l'univers financier l'écœurait. Trop d'ego, pas assez d'âme. Il décida alors d'investir dans l'hôtellerie, un monde plus discret, plus humain. Avec ses frères d'armes, il fonda le Crown Legacy Group, un fonds indépendant dédié à l'acquisition d'hôtels de luxe, qu'il rénovait et gérait avec rigueur. Mais Raymond, fidèle à sa philosophie de l'humilité active, refusa les bureaux luxueux et les photos dans Forbes. Il voulait rester dans le réel, voir les clients, les employés, les coulisses. Il choisit un hôtel, le Sterling Crown, et y travailla sous couverture, en uniforme. Non pas pour se cacher, mais pour observer, écouter, sentir le vrai monde. Les gens se montrent tels qu'ils sont devant un concierge, disait-il souvent. C'est là que tu vois qui traitent bien ceux qui n'ont rien à leur offrir. Preston resta planté là, abasourdi, incapable de trouver une issue. Il comprit que le pouvoir n'avait pas de visage prévisible, et que son arrogance venait de se briser sur la réalité. Il voulut parler, exiger une rencontre, se justifier. Mais il n'était plus le prédateur. Il était devenu invisible. Raymond Carter, lui, se trouvait à l'étage. Il présidait une réunion discrète avec des investisseurs suisses. Il ne parla jamais de l'incident de la veille. Il n'avait pas besoin de vengeance. Le silence, parfois, suffit à corriger ceux qui se croient au sommet. Dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les baies vitrées du hall, Preston fut convoqué par le personnel dans un salon privé au dernier étage de l'hôtel. C'était une pièce sobre mais élégante, baignée d'une lumière dorée, avec des murs tapissés de bois sombre, un tapis épais et une table basse où reposait un service à thé encore fumant. L'odeur de jasmin flottait dans l'air. Raymond y était déjà, assis sur un fauteuil en cuir, une tasse de thé à la main. Il était seul, en apparence détendu, mais son regard perçait comme un rayon X. Le manager de l'hôtel, visiblement nerveux, se tenait à quelques pas, les mains jointes devant lui. Preston entra, les mâchoires serrées, le dos droit, comme s'il s'apprêtait à affronter un interrogatoire. Il portait toujours son costume sur mesure, mais sa posture avait changé. Moins arrogante.
plus incertaine. Monsieur Whittaker, dit Raymond d'une voix calme, je vous ai convoqué non pour me venger. La vengeance est stérile. Je vous ai convoqué pour vous offrir une occasion. Preston haussa les sourcils, mi-surpris, mi-méfiant. Il croisa les bras, sur la défensive. Une occasion de quoi, au juste, lança-t-il avec froideur. Raymond posa sa tasse sur la table, sans quitter Preston des yeux. Une occasion de devenir un homme meilleur. De comprendre ce que vous avez refusé de voir toute votre vie. Un silence épais s'installa dans la pièce. Preston sembla hésiter entre l'indignation et la curiosité. Mais Raymond poursuivit. Demain à midi, vous déjeunerez avec moi. Pas dans le restaurant gastronomique. Pas dans un salon privé. En cuisine. Avec ceux que vous ne voyez jamais. Les femmes de ménage. Les plongeurs. Les bagagistes. Les agents de sécurité. Les concierges. Tous ceux que vous ignorez ou méprisez. Le ton était posé. Ni autoritaire ni mielleux. Simple. Tranchant. Raymond s'inclina légèrement vers lui. Si vous refusez, je vous assure que vous ne poserez plus jamais le pied dans aucun de mes établissements. Et croyez-moi, ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. À New York. À Paris. À Singapour. Preston ouvrit la bouche, prêt à répliquer. Mais il croisa le regard de Raymond. Ce regard qui n'était ni menaçant ni colérique, mais empreint d'une force tranquille, presque douloureuse. Un regard d'homme qui avait souffert, lutté, et refusé de devenir amer. Quelque chose se figea en Preston. Il referma la bouche. Son visage se durcit, non par défi, mais par gêne. Comme un enfant prit la main dans le sac. Il hocha lentement la tête. Très bien, dit-il d'un ton bas. J'accepte. Raymond esquissa un sourire léger, presque imperceptible. Alors à demain, midi pile. Et venez avec un cœur ouvert, pas seulement un estomac vide. Preston tourna les talons et quitta la pièce, le souffle court, sans savoir que ce déjeuner allait bouleverser bien plus que sa vision du monde, il allait entamer le premier véritable face-à-face avec lui-même. Le lendemain, à midi pile, un silence pesant descendit sur les cuisines du prestigieux hôtel E. Marlowe, niché au cœur de Houston. Les casseroles cessèrent de tinter. Les bavardages s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Preston Whittaker III, costume bleu nuit parfaitement ajusté, montre en or blanc brillant à son poignet, venait d'apparaître. L'homme que tous connaissaient pour ses allures hautaines, pour son regard qui passait à travers vous sans jamais vous voir, s'avançait, cette fois, lentement, comme s'il pénétrait dans une terre inconnue. Les employés de cuisine, en tenue de travail, s'étaient rassemblés autour de la longue table en inox où ils prenaient leur repas quotidien. L'air était chargé d'une tension presque palpable. Certains s'écartèrent par réflexe, d'autres échangèrent des regards inquiets. Que faisait ce magnate dans le domaine des hôtels, cet héritier de l'Empire Whittaker, ici, au milieu des marmites et des tabliers tachés? Mais Raymond Carter, le concierge respecté, le sage silencieux de l'hôtel, se leva calmement, et d'un ton neutre, déclara. Ici, monsieur Whittaker, personne ne vous servira. Ici, on partage. On écoute. Preston s'immobilisa un instant, puis hocha légèrement la tête. Il ôta sa veste, la posa soigneusement sur le dossier d'une chaise et s'assit, au milieu des autres, sans un mot. Devant lui, une simple assiette en plastique contenait du riz, des haricots, un peu de poulet. Rien d'exceptionnel. Rien qui ne justifiait son goût habituel du luxe. Il mangea en silence. Et surtout, il écouta. À sa droite, une femme d'âge mûr, ou très fatiguée mais au regard ferme, prit la parole. Elle s'appelait Mireille Joseph, originaire de Port-au-Prince. En français matiné d'anglais, elle raconta qu'elle travaillait ici depuis 15 ans, sans jamais avoir pris une seule semaine complète de vacances. Chaque matin, elle se levait à 4 heures, prenait 2 bus pour arriver à l'hôtel, et nettoyait les chambres avec soin. Son fils était maintenant à l'université, grâce à elle. Elle parlait avec une fierté douce, une force tranquille. Plus loin, Luis Velasquez, un plongeur discret,
raconta qu'il mettait chaque mois de côté une partie de son maigre salaire pour envoyer de l'argent à sa fille, restée au Guatemala. Il espérait qu'un jour elle puisse venir étudier aux États-Unis. Il travaillait ici depuis 3 ans, sans papier officiel, avec la peur constante d'être expulsé. Et ainsi défilaient des voix, des récits de sueur, de sacrifice, d'humilité. Des existences invisibles, que Preston n'avait jamais entendues. Lui qui avait grandi entouré de domestiques, habitué aux serveurs qui disparaissaient dès qu'il avait terminé son verre, découvrait là une humanité profonde, une richesse insoupçonnée. Il ne parla presque pas. À peine quelques mots polis. Mais son regard, lui, parlait pour la première fois. Il scrutait, absorbait, ressentait. À la fin du repas, alors que les employés retournaient à leur poste, Preston resta un moment, seul, les yeux perdus sur la table encore tiède. Puis, sans un mot, il remit sa veste, salua Raymond d'un hochement sincère et quitta la pièce. 3 mois plus tard, un matin d'été humide, Raymond reçut une enveloppe sobre, cachetée à la main. Elle venait de Houston, sans en-tête officielle. À l'intérieur, une lettre manuscrite, sur un papier légèrement parfumé au vétiver, rédigée dans une calligraphie soignée. Monsieur Carter, je vous dois plus que des excuses. Ce que vous m'avez forcé à voir ce jour-là, c'est ma propre petitesse. J'ai grandi dans un monde où l'on jugeait la valeur d'un homme à sa montre ou à sa voiture. Où l'on applaudissait les discours de réussite sans jamais écouter ceux qui la rendent possible en silence. Vous m'avez montré qu'il existe une richesse bien plus puissante, la dignité silencieuse. Je ne vous demanderai pas pardon. Ce serait trop facile. Je vous remercierai. Pour la leçon. Pour le respect que vous m'avez accordé, malgré mon mépris. Ce jour-là, vous m'avez regardé non pas comme un héritier capricieux, mais comme un homme perdu. Et grâce à vous, j'ai commencé à me retrouver. Preston Whitaker 3. Raymond lut la lettre jusqu'à la dernière ligne, sans précipitation. Puis il la plia délicatement et la glissa dans une boîte en bois, rangée dans un tiroir de sa chambre. Une boîte modeste, mais précieuse, contenant d'autres lettres, d'autres mots venus d'hommes et de femmes changés par une rencontre, un mot, un silence. Puis il enfila son uniforme, ajusta son badge de concierge, se regarda un instant dans le miroir. Et, comme chaque matin, il retourna dans le hall. Non pour impressionner. Mais pour inspirer.